Bonjour Marc Fauvel. Ces dernières semaines, ces derniers mois, la France vient de connaître plusieurs affaires dramatiques qui impliquent des mineurs. La dernière en date, c'était lundi dans le Val d'Oise. 2 adolescents de 15 ans viennent d'ailleurs d'être mis en examen. Ils auraient roué de coups et jeté dans la Seine l'une de leurs camarades de classe. Le mois dernier, dans l'Essonne, ce sont des bagarres entre bandes rivales qui ont fait 2 morts, là encore des adolescents. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une forme d'ultra-violence dans une partie de la jeunesse ? En tout cas, il y a des phénomènes qu'on n'accepte pas, peut-être aussi qu'on n'accepte plus, parce que les rixes, les affrontements entre bandes, on se souvient des blousons noirs dans les années 60, existent presque depuis toujours, mais la tolérance sociale à l'égard de ces violences n'est plus la même, et heureusement, parce que c'est inacceptable et on ne peut pas s'habituer à ce que des jeunes soient aussi violents. Pour vous, c'est pas un phénomène qui s'aggrave, c'est qu'on en parle plus, qu'on le tolère moins. Non, c'est ce que j'allais dire, c'est que par ailleurs, je pense qu'il y a une forme d'aggravation sous 2 aspects. D'abord, la jeunesse de ceux qui commettent des actes inouïs. Moi, je pense en particulier dans l'Essonne, cette jeune fille Lilibelle, 14 ans, qui prend un coup de couteau dans le ventre et qui décède. Le lendemain, c'est un autre jeune du même âge, 13 ans même, je crois, qui décède sous un coup de couteau là, aussi. Et donc, c'est très jeune, c'est très très jeune. Et le nombre de rixes en ce début 2021 semble déjà plus élevé que les années précédentes. Donc je dis pas qu'il n'y a pas une aggravation, mais je dirais que c'est pas un phénomène complètement nouveau. En revanche, les réponses sont défaillantes et c'est sur ça qu'il faut qu'on discute et c'est sur ça qu'il faut qu'on arrive à avancer. C'est les réponses que nous voulons apporter pour cette jeunesse qui est visiblement en état de détresse, parce que quand on commet de tels actes de violence, c'est quand même quelque chose qui ne tourne absolument pas rond et que ça implique les proches, mais ça implique la société tout entière. Comment est-il possible que cela se produise ? Je voudrais vous faire entendre les propos du ministre de l'Intérieur, hier, Gérald Darmanin, devant les sénateurs. Quand vous parlez d'enfants de 11, 12 ou 13 ans, vous avez dit vous-même moins de 15 ans, je ne sais pas très bien ce que la police ou la gendarmerie peut faire de plus que les parents ou que le suivi éducatif d'une partie de ces personnes. Que voulez-vous que nous fassions que mettre en prison des enfants de 12 ans ? Pendant qu'on écoutait Gérald Darmanin, vous disiez c'est incroyable, pourquoi ? Qu'ils disent qu'est-ce qu'on peut faire, comme si c'était évident que la puissance publique ne pouvait rien faire. Oui, je suis un peu stupéfaite, pardonnez-moi, je n'avais pas entendu ces propos. Et j'ai signé précisément Qu'est-ce que la police peut faire de plus que les parents, dit-il précisément ? Voilà, mais la question n'est pas que la police. Probablement la police, elle joue son rôle d'application de la loi. Mais c'est en amont que la question se pose. Et donc, que peut faire la puissance publique ? Beaucoup de choses. Et j'ai signé hier une tribune avec plus de 110 personnes qui sont justement des professionnels de l'éducation, du secteur social, de la justice des mineurs, du monde associatif. Et qu'est-ce que nous avons dit ? Nous avons dit qu'il y a péril en la demeure parce que les budgets qui sont consacrés à l'éducation, à la non-violence, alors là c'est très faible, ça n'existe quasiment pas, mais il faut une éducation à la non-violence dans les établissements scolaires. On a un problème avec, vous le savez sans doute, les services de prévention et de protection de l'enfance dont les moyens fondent comme neige au soleil. Même chose sur les médiateurs sociaux. Il faut des médiateurs et des médiatrices sociaux. Dans cette tribune, Clémentine Autain, qu'on a lue avec Néla, vous insistez aussi sur le rôle des parents qui parfois sont désemparés, bien sûr, qui ne savent pas faire. Je pense à des parents isolés notamment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider dans ces cas de figure-là quand des adolescents de 13, 14 ou 15 ans passent les journées ou les nuits dehors ? Bien sûr. D'abord, il n'y a pas une solution miracle. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut de l'accompagnement. Il faut de l'humain, il faut aussi des mesures sociales, parce que dans les familles monoparentales, avec des femmes, puisque ce sont essentiellement des femmes, qui partent à 6 heures du matin parce qu'elles travaillent à l'autre bout, par exemple, de l'Île-de-France, pour prendre un cas concret, qu'elles rentrent le soir, qu'elles sont épuisées, qu'elles ne savent pas comment elles vont finir le mois, qu'elles sont elles-mêmes dans un état de stress immense, forcément, elles n'ont plus l'énergie, elles n'ont plus la possibilité d'être disponibles pour s'occuper, parfois, des enfants. Mais l'autorité parentale, ça se décrète pas ? Expliquer aux enfants qu'ils doivent rentrer à l'heure s'ils ont décidé de ne plus le faire. Oui, mais c'est si pas vous quelque avez chose des qu'on décrète d'un coup médiateurs, si vous avez des médiateurs dans la rue, ce qui avait quand même un nombre beaucoup plus important il y a quelques années, il y a aussi des substituts possibles. C'est à eux de ramener les enfants à la maison ?
En tout cas, je pense qu'on a besoin de personnel qui permettent d'épauler, de pas tout laisser dans la seule responsabilité des parents. C'est pas pour déresponsabiliser les parents. Je dis pas parents, il y a pas de souci, faites ce que vous voulez, d'autres vont s'en charger. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais s'il y a de la défaillance, alors la société doit répondre présent. Et c'est pourquoi je ne partage pas le point de vue de Monsieur Darmanin qui consiste à dire qu'on ne peut rien faire. Ça n'est pas vrai. On peut faire. Et aujourd'hui, nous avons des budgets qui fondent comme neige au soleil sur des enjeux qui sont des enjeux éducatifs, qui sont des enjeux de prévention. Et c'est pourquoi nous avons tiré la sonnette d'alarme, parce que si on n'est que sur le volant répressif, comme le fait la droite ou le gouvernement, enfin je pléonasme, ou la droite ou le gouvernement, je pense qu'on est dans une impasse. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas les solutions qui vont nous permettre de faire régresser ces violences, le harcèlement scolaire et tout ce qui s'y passe qui est inacceptable. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, vient de présenter une réforme de la justice des mineurs dont l'un des points clés est qu'il faut apporter une réponse plus rapide. Il dit que le premier jugement, la première décision de justice doit intervenir 3 mois après les faits, en tout cas 3 mois après la conclusion de l'enquête. Aujourd'hui, il faut 18 mois en moyenne pour qu'un mineur soit jugé. Vous avez voté contre à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Mais le problème de la lenteur de la justice, c'est d'abord le problème des moyens de la justice. Le problème de la lenteur, mais venez avec moi au tribunal de Bobigny, venez écouter, venez regarder ce qui se passe. Tout est en retard. Alors pourquoi vous votez contre ce texte qui dit il faut 3 mois, un délai maximum de 3 mois ? Le problème n'est pas un problème de durcir tous les textes, de là, passer c'est pas un durcissement, c'est une question de délai. Il dit d'ailleurs, oui, mais de les durcir, c'est-à-dire de donner des contraintes. Pardonnez-moi, j'insiste, de donner des contraintes légales supplémentaires quand vous avez déjà des tribunaux qui n'arrivent pas à traiter. Et ils n'arrivent pas à traiter parce qu'il manque de personnel. C'est ça l'histoire. Donc ce gouvernement en permanence. Le budget de la justice a augmenté comme jamais ces 2 dernières décennies cette année. Et le texte augmente les moyens des tribunaux aussi. Eh bien, écoutez, on va voir le résultat. Moi, mais vous avez voté contre par principe ? Par principe, j'imagine qu'il n'y avait pas que ça dans cette loi, non, Monsieur Faurel ? Non, il y a plusieurs points qu'on vient de rappeler. Donc je ne savais pas que nous allions faire un débat sur cette loi. Mais je vous assure que quand on vote, on regarde l'ensemble des choses et on n'est pas dogmatique. Vous savez, quand il y a des propositions de loi qui nous conviennent, des amendements qui nous conviennent, on les vote. Voilà. Mais quand on estime que l'économie générale d'une loi ne convient pas, on ne la vote pas. Voilà. Et c'est pas simplement lié à une chose dans la loi. C'est l'ensemble de la loi que nous envisageons. Clémentine Autain, députée insoumise de Seine-Saint-Denis, qui portera les couleurs du parti des Insoumis aux élections régionales de juin prochain, est notre invitée. À Strasbourg, à Pau et à Paris, des théâtres et des espaces culturels sont occupés en ce moment par des professionnels du spectacle auxquels vous avez apporté votre soutien en vous rendant vous-même au théâtre de l'Odéon mardi. Concrètement, que réclamez-vous, qu'attendez-vous du gouvernement ? Ce que nous attendons, c'est qu'il écoute sérieusement ce que disent les personnels qui font vivre les lieux culturels dans notre pays. Donc ce qu'on attend, c'est d'abord un calendrier de réouverture. Pour l'instant, il n'y a aucune visibilité sur la potentialité de réouverture. Et ce débat devrait avoir lieu parce que c'est pas simplement pour les professionnels de ce secteur, l'enjeu. C'est pour nous toutes et tous, parce que nous sommes des êtres qui n'avons pas vocation simplement à faire métro, boulot, dodo. Nous sommes des êtres qui avons besoin de partager du sensible, de projeter nos imaginaires. Du coup, la culture est en fait essentielle à nos vies. Donc le choix du gouvernement... Aujourd'hui, des professionnels de la culture avec Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, avec le Premier ministre. Oui. Réunion ce matin. Le calendrier doit être annoncé ce matin pour vous ? Il aurait dû être annoncé depuis bien longtemps déjà, mais ce matin, j'espère... Si un calendrier est annoncé, l'action s'arrête ? J'espère que le gouvernement ne rencontre pas les syndicats pour donner la réponse qui m'a été faite mardi à ma question d'actualité sur le sujet, c'est-à-dire « tout va très bien, Madame la Marquise ». Donc, il y a un enjeu de calendrier, il y a un enjeu de protection des intermittents, parce que l'année blanche ne va pas suffire, vous le savez, ça s'arrête au 31 août, et en fait, la situation, elle va être en chaîne dans les mois. Alors, pour expliquer rapidement l'année blanche, les intermittents doivent cotiser un certain nombre d'heures. Voilà, ils doivent cotiser 507 heures pour valider leurs droits. Donc, s'ils n'ont pas travaillé pendant une année, évidemment, ils ne peuvent... le cas de la plupart du temps. Ils ne peuvent pas valider leurs droits. Donc, c'est ce qui est d'ailleurs un point très important, parce que le système de l'intermittence qui a été conquis en 1936, donc c'est le Front populaire qui a installé cette logique qui est très bonne, qui est un bon régime pour les intermittents, souvent menacé ces dernières années, rogné, etc., mais qu'il faut chérir et même étendre. Parce qu'il y a plein d'autres métiers précarisés aujourd'hui qui sont dans les secteurs paraculturels, si j'ose dire, en tout cas qui dépendent aussi de cette vitalité culturelle. Donc,
d'abord, culture, lieu essentiel. Ensuite, protection de ces intermittents et d'autres sujets qu'il va falloir mettre sur la table. Je prends un exemple, les intermittentes qui sont enceintes. Elles ont un problème aujourd'hui pour accéder au congé de maternité. Donc, n'a pas été pensé un certain nombre de droits, comme les congés maladie ou les congés de maternité. Et donc là aussi, il y a des attentes qui sont très fortes. Ce que vous réclamez aujourd'hui, Clémentine Autain, ce calendrier de réouverture, c'est uniquement pour les théâtres, c'est pour l'ensemble des lieux de culture, ou c'est aussi pour tous les autres secteurs qui sont fermés aujourd'hui, on pourrait citer, entre autres, les restaurants. Oui. Pour tout le monde. Vous voulez un calendrier pour tout le monde ou que pour la culture ? Il faut des calendriers de réouverture pour la culture. Donc, et le reste aussi, c'est un problème qu'il n'y ait pas de visibilité. Bien sûr que c'est un problème de ne pas avoir de visibilité. Vous en avez de la visibilité, vous, sur le virus ? Non, mais par contre, je pense qu'on a de plus en plus de visibilité. Alors, il y a les variants qui arrivent, j'entends bien que c'est compliqué, mais nous savons que ça va durer. Alors, non, si que la crise va, excusez-moi, que la crise va durer. Et pour l'instant, les études dont nous disposons montrent que ce ne sont pas ni les lieux culturels, ni les salons de coiffure, ni tout un tas de lieux qui ont été fermés, voilà, qui sont les lieux principaux de contamination. C'est dans les foyers, c'est quand vous êtes parent avec des enfants scolarisés, voilà, le risque est beaucoup plus grand. Donc on peut se poser la question et avoir enfin le débat que nous n'avons pas eu à l'Assemblée. Parce qu'on a débattu toute une série de lois depuis ces derniers mois, mais par contre, les décisions qui ont trait à la crise sanitaire se décident dans un conseil de défense et sans débat parlementaire. Or, savoir ce qu'on ouvre, ce qu'on n'ouvre pas, les procédures qu'on pourrait mettre en place, et on le peut dans le monde culturel, on le peut. On peut avoir des gestes barrières, on peut avoir tout un protocole sanitaire. Des passes sanitaires pour accéder aussi aux lieux de culture, vous y seriez favorable ? Ça, c'est encore des questions plus difficiles, hein, qui touchent aussi aux libertés, qui touche aux libertés dans la logique du pass, c'est-à-dire en fait de contrôle vaccinal, etc. Bon, on est bien d'accord. C'est pas forcément vaccinal le pass sanitaire, ça peut être l'obligation de présenter une preuve récente qu'on s'est fait dépister et que le test est négatif. Voilà. Ça, vous y êtes favorable ? C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça mérite un grand débat, parce que ça veut dire qu'on rentre dans des logiques de surveillance qui sont... D'abord on rouvre les lieux de culture et ensuite on fait un débat sur le pass sanitaire. Non, on sait qu'on peut réouvrir aujourd'hui de nombreux lieux de culture, par exemple les musées. Vous savez très bien que dans les musées, c'est pas un grand lieu de contamination, souvent les espaces sont grands, on peut avoir des jauges qui sont plus restreintes, mettre des masques qui sont des masques FFP2. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut maintenant anticiper la possibilité de réouvrir. C'est nécessaire pour les personnels qui y travaillent, mais c'est nécessaire pour nos vies. Et c'est ça que je veux vous dire, Marc Fauvel, c'est que ce débat-là, on aurait dû y avoir déjà il y a 6 mois. Ça fait 1 an que les lieux culturels sont fermés. Ça fait 1 an qu'on vit avec cette chape, et je pense que c'est mauvais pour la société, mauvais pour notre capacité à nous projeter, à ce que nos imaginaires soient vivants, à ce qu'on puisse échanger nos émotions dans un moment qui est très difficile. Donc j'en veux au gouvernement d'arriver. Alors c'est vrai qu'il y a les variants, je ne nie pas les difficultés, c'est absolument pas ça, mais je ne crois pas qu'on puisse vivre sous cloche d'un point de vue culturel durablement. C'est inadmissible, ce n'est pas tolérable. Pardon, vous comprenez la différence de traitement qu'il y a en ce moment entre plusieurs villes comme Dunkerque et Nice, où on est reconfiné le week-end, et l'Île-de-France, où l'on n'a pas durci les mesures sanitaires, alors que la circulation du virus y est quasiment semblable. Non, mais vous allez pas moi, je vais pas vous dire que je comprends toutes les mesures qui sont prises, hein. Je suis comme tous les Français. Vous venez de nous dire qu'il fallait à tout prix rouvrir. Je suis en train de vous dire que les mesures. Non, vous me parlez des mesures gouvernementales où on fait une chose à un endroit et pas à un autre, où on fait une chose, on ouvre des centres commerciaux pendant le premier confinement et on ferme les théâtres et les musées, et vous me demandez la cohérence. Eh bien non, je vous réponds très clairement, je ne comprends pas la cohérence du gouvernement. D'accord, donc ça veut dire que tout le monde le week-end ou personne ? Je ne crois pas que la méthode du confinement soit efficace. Vous voulez le fond de ma pensée, le problème, il est ailleurs. Voilà, en Île-de-France, on est menacé maintenant d'un nouveau confinement, mais il faut s'interroger d'abord sur est-ce que c'est efficace ? C'est-à-dire, est-ce que le confinement est efficace ? Or, quand on regarde les pays qui ont confiné, des pays qui n'ont pas confiné, les résultats, c'est pas aussi clair que ça. C'est-à-dire que le confinement soit d'une totale efficacité, sauf si on est sur une île totalement fermée, c'est pas totalement efficace. Mais le problème majeur, il est sur le fait qu'en Île-de-France, la saturation vient du nombre de lits de réanimation. 1100 lits aujourd'hui de réanimation. En mars dernier, il y en avait 2000. Donc la saturation arrive évidemment plus vite quand on n'a que 1100 lits. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an ? On a fermé 900 lits entre mars dernier et aujourd'hui ? Oui, on n'a pas permis de pérenniser 900 lits supplémentaires. Pourquoi ? Parce le gouvernement est dans la même erreur qu'avant. Il estime qu'à partir du moment où ça se désengorge, pas la peine de garder des lits qui sont des lits qui vont être vides. Depuis 2003,
2003, où il y a eu la canicule, les urgentistes tirent la sonnette d'alarme en disant soit on a des lits qui sont effectivement des lits qui peuvent être vides pendant des mois, voire des années, mais on est en capacité de faire face à une crise sanitaire, soit on est dans une logique de rentabilité immédiate, et alors s'il y a une crise, on ne sait pas faire face. Donc je crois que la question des lits, et c'est vrai pour toute la France, pas simplement en Île-de-France, vous savez que nationalement, on a la moitié des lits de réanimation ouverts aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait en mars dernier, enfin au moment de la crise. De la première vague, excusez-moi. Donc le problème majeur, me semble-t-il, est d'abord sur le nombre de lits que nous avons et aussi sur les vaccins. Comment vous expliquez, non mais sérieusement, comment vous expliquez qu'en France, on est 6% de vaccinés, alors qu'au Maroc, on a 11% de vaccinés, parce qu'on qu'aux a fait États-Unis, le choix, après vous Trump, connaissez la on a réponse 18%. à cette question, Clémentine Autain, parce qu'on a fait le choix de les acheter ensemble en Europe pour éviter que les pays se tirent la bourre les uns les autres, comme on l'avait vu avec les masques. Vous auriez préféré que chaque pays achète les vaccins de son côté en Europe ? Je ne trouve pas que le résultat soit très efficace. Non, ce que j'aurais préféré, c'est que les vaccins soient un bien commun de l'humanité, qu'on ait la licence des brevets et qu'on soit capable de réquisitionner les entreprises pour produire des vaccins, produire. Aucun pays ne l'a fait. Ben et alors ? Donc on ne peut pas le faire parce qu'aucun pays ne l'a fait. Comment on décrète ça ne peut pas se faire. Comment on décrète ? Mais déjà, faut le vouloir. Oui. Si vous voulez, le problème que nous avons, une fois qu'on c'est le veut, que nous une fois avons qu'on a décidé qu'on voulait que ce soit un bien commun, comment est-ce qu'on fait ? Il y a une idéologie. Il y a une idéologie obsessionnelle selon laquelle le privé va faire mieux et va réussir à réguler. Donc la logique du marché... Il se trouve que c'est lui qui a trouvé les vaccins aujourd'hui, le privé. Bah, évidemment, parce que d'abord, il l'a trouvé souvent grâce à des moyens de recherche publics, grâce à de l'argent public. Et donc c'est de l'argent public, aux États-Unis en particulier, qui a permis de trouver le vaccin. Mais par contre, Pfizer... Oui, ça vous intéresse pas, ça, mais Pfizer fait 20 à 30% de marge sur le vaccin. Vous trouvez ça normal ? C'est pas du tout ma question, si vous le permettez. Une fois qu'on a décrété que les vaccins, comme disait un lointain dirigeant du Parti communiste, une fois qu'on a décrété que les vaccins étaient les biens communs de l'humanité, qu'est-ce qu'on fait ? On oblige les usines, on va à la sortie des usines, on met des camions, on met des militaires et on prend les vaccins ? On réquisitionne. Pourquoi vous voulez mettre des militaires ? On réquisitionne. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait fonctionner les usines. Vous savez qu'on n'a pas été capable de le faire dans la première vague avec des entreprises. Donc on réquisitionne les fabricants de vaccins en France. Oui, écoutez-moi. Quand à un moment donné, vous aviez des entreprises qui ne travaillaient pas alors qu'elles produisaient, par exemple, des bouteilles d'oxygène, que la main-d'œuvre était là, disponible, disait nous, on veut bien travailler, mais que l'entreprise était fermée, l'État n'est pas capable de dire écoutez, on vous remet au travail. On vous remet au travail. Pardon, j'essaie d'aller au bout de votre raisonnement, Clémentine Autain. Si on réquisitionne aujourd'hui les vaccins qui sortent des usines de production françaises et que nos voisins font la même chose, on n'a plus un vaccin demain matin. Mais non, on ne se comprend pas. Il se trouve qu'on n'a pas de vaccin français. Oui, mais vous pouvez, si vous avez le brevet, vous pouvez le produire ensuite. Ah, donc on va obliger les entreprises étrangères à nous donner les brevets en France. Mais enfin, c'est incroyable. Vous allez obliger monsieur Pfizer ou monsieur Moderna, qui sont des entreprises étrangères et privées, à donner les brevets. Moi, ce que je veux vous dire, monsieur Fauvel, c'est que je pense que la santé, c'est plus important que les intérêts des groupes financiers des pays. C'est le mode d'emploi qui m'intéressait, vous l'avez compris, pas le fond de votre pensée. On a la possibilité. Vous savez qu'il y a, mais le mode d'emploi, on l'a parce que même, y compris l'Union européenne, a donné des possibilités de pouvoir avoir ces brevets. Donc il faut le mobiliser. Il faut mobiliser ces outils et il faut qu'il y ait l'accès à ces licences et la possibilité de produire des vaccins, de les produire et de vacciner. Parce qu'il faut produire des doses, mais aussi vacciner. Vous avez vu comment on s'est fait avoir. Le nombre de doses, quand vous regardez les chiffres dans le détail, de conférence de presse en conférence de presse, c'est un fiasco français. C'est un fiasco français, puisqu'on a en projection de moins en moins de doses. Donc on se fait avoir, et on est dans une logique de foire d'empoigne internationale, et non pas de bien commun de l'humanité, parce qu'en plus, il suffit pas de vacciner les Français. Il faut vacciner tout le monde. Clémentine Autain, c'est vous qui portez la liste insoumise et communiste en Île-de-France. Au début du mois, un sondage créditait votre liste de 10% d'intention de vote, loin derrière la sortante Valérie Pécresse, et surtout, les voix de la gauche sont très dispersées. Est-ce que cela restera en l'état jusqu'au soir du premier tour ? Ça, difficile de le dire, on va voir, mais... Il peut y avoir une alliance avant le premier tour ? Moi, j'ai pris acte de deux choses. D'abord, Audrey Pulvar, qui est entrée en campagne et qui a voulu faire un rassemblement sans s'adresser aux insoumis. Qui est la candidate des socialistes, pardon. Qui est la candidate du Parti socialiste. Bon, elle ne s'est pas adressée aux insoumis, j'en ai pris acte. Et Julien Bayou avec Europe Écologie Les Verts, qui, comme partout en France, à part de façon toute récente dans les Hauts-de-France, souhaite rassembler au premier tour le pôle écologiste et juste le pôle écologiste. Aujourd'hui, vous parlez... Nous, on prend acte de cette situation. Vous parlez
Ça discute entre les trois listes? Écoutez, Julien Bayou, je le croise dans un certain nombre de combats communs que nous avons, au Triangle de Gonesse, à Grand-Puy, vous savez, où il y a une raffinerie qui doit être fermée à cause de Total. Et là aussi, il y a besoin de faire entendre la voix, notre voix en tout cas, parce qu'on n'entend pas celle de Valérie Pécresse malheureusement sur ce sujet, qui est un sujet très important, parce que c'est la seule raffinerie d'Île-de-France. Donc que la présidente de région n'a rien à faire, que Total décide qu'en Île-de-France on n'ait plus de raffinerie, c'est un vrai problème. Pareil sur le Triangle de Gonesse, où j'aimerais bien connaître le point de vue de Valérie Pécresse. Nous soutenons un projet d'économie circulaire à la place de la folie de la famille Muliez qui voulait être contre l'artificialisation voilà. des Donc sols. elle est contre, oui. Je ne sais pas ce qu'elle veut faire sur le Triangle de Gonesse. Nous avons un projet. Je disais, c'est votre projet, c'est effectivement je rappelais donc ce sont des combats. Je disais pour Julien Bayou que c'était donc des combats communs qui faisaient qu'on se croisait. Et moi, je l'ai dit aussi, je suis pour que nous disions aux Franciliennes et aux Franciliens aujourd'hui de façon très claire qu'au second tour, il y aura une fusion des listes. En tout cas, moi, si je suis en tête à gauche, je mettrai toute mon énergie pour qu'il y ait cette fusion des listes. Et auquel cas, vous verrez qu'au second tour, et même dans les sondages qui sont faits aujourd'hui, nous pouvons disputer la région à Valérie Pécresse. Et je crois que c'est notre devoir d'ouvrir, Clémentine Autain, il faut 10% pour pouvoir se maintenir. Cet espoir. Pardon, je vous ai encore coupé la parole. Je vous en prie. M'en vouloir. Il faut 10% pour pouvoir se maintenir au second tour des élections régionales, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un duel, une triangulaire, une quadrangulaire, pourquoi pas 3 listes de gauche. Vous dites non. Quoi non? Je souhaite. Et je le dis avec force, que nous ayons au second tour une seule liste des gauches et des écologistes. On se rassemble derrière la liste qui est arrivée première à gauche, c'est ça? Ce que je vous dis, c'est que si je suis en tête, je mettrai mes forces pour qu'il y ait ce rassemblement. Et ce que je souhaite, et je vous le dis, Marc Fauvel, si vous invitez Julien Bayou ou Audrey Pulvar, je serai ravie que les choses soient clarifiées de leur côté et que les deux puissent s'engager, comme je le fais devant vous, très solennellement, à dire qu'ils mettront toutes leurs forces s'ils sont en tête pour créer les conditions du rassemblement. Audrey Pulvar, la candidate socialiste, propose, si elle est élue à la tête de la région Île-de-France, que tous les transports en commun soient désormais gratuits. C'est une bonne idée ou pas? La question de la gratuité est un horizon que nous portons depuis très longtemps. Vous le savez, ma famille politique, depuis très longtemps, se bat pour l'horizon de gratuité. Nous, ce que nous proposons, c'est qu'immédiatement, il y ait un choc de solidarité dans les transports, mais pas seulement, dès juillet. Et dès juillet, je souhaite que nous ayons la gratuité pour les moins de 25 ans et pour tous les bénéficiaires des minima sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est assez complexe et tous et toutes n'y ont pas droit. Audrey Pulvar veut que ce soit le cas de tout le monde, quels que soient les revenus. Il faut avancer vers la gratuité, mais vous savez que le budget n'est pas extensible de façon folle, donc il faut qu'on avance vers la gratuité, mais qu'on investisse dans les infrastructures. Vous savez, moi je suis une usagère du RER B. Quand je vois l'état du RER B, les choix qui sont faits, y compris par la région, qui préfère voir grandir le CDG Express, qui est un train pour les riches, plutôt que d'investir pour le RER B. Bon, voilà, ça c'est un choix. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin d'investir dans le RER B, d'investir dans le RER D, d'investir dans des infrastructures. Et pour ça, il faut payer les abonnements tous les mois. Et pour ça, pas forcément, parce qu'il y a aussi la part des employeurs, et il ne faut pas oublier de les solliciter, parce que eux aussi bénéficient quand même de la possibilité pour les Franciliennes et les Franciliens de pouvoir circuler en Île-de-France. Donc il faut améliorer les transports et avancer vers la gratuité. Merci beaucoup Clémentine Autain. Merci à vous.